Allez, c'est parti pour le grand débat du vendredi, le débat d'Ecorama avec cette question: Emmanuel Macron fera-t-il mieux que son prédécesseur François Hollande en matière d'économie sur la dépense publique? Pour en débattre, eh bien, nos amis, Mathieu Plane, allez, au hasard, Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Et Christian Saint-Etienne. Qui n'est pas là par hasard, j'espère. Voilà. Non, il vient tous les 15 jours, vous le savez bien, vous alternez avec l'autre binôme, là, Eguer et Manière, qu'on salue ainsi, il nous regarde bien sûr. Et puis Christian Saint-Etienne, économiste et professeur au CNAM. On a eu le budget rectificatif cette semaine, budget rectificatif donc du projet de loi de finances rectificatif, dit autrement, que le ministre Darmanin a présenté et qui est assez riche pour le coup, les amis, d'enseignement, parce qu'on voit que le niveau, alors certes c'est le rétroviseur, mais le niveau des dépenses publiques pour 2017 a été légèrement revu à la hausse, pour dire les choses à... téléphone, on est en direct, c'est des choses qui arrivent. Revu en hausse au niveau des dépenses publiques, là pour le coup c'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Si les dépenses ont été revues en hausse en 2017, c'est le legs de François Hollande? Il y a une partie, oui, qui est liée au legs de François Hollande. Il peut y avoir un certain nombre de choses qui aussi ont pu jouer, hein, notamment si on regarde du côté de l'inflation, on a un peu plus d'inflation que ce qui avait été éventuellement anticipé, mais globalement, on est, on va dire, sur quelque chose qui n'est pas négligeable, mais qui avait été quand même aussi intégré dans le cadre du projet de loi de finances. Non, mais il y a, pardon, mais il y a bien du relâchement en matière de dépenses publiques de hausse de la dépense publique en 2017. On avait entre 2011 et 2016 une dépense publique en moyenne avait augmenté de 0,9% de plus que l'inflation, Et là, sur 2017, on est sur 1,1. Donc, quand même, il y a comme du relâchement sur 2017. Après, il y a eu une année électorale, évidemment, une campagne présidentielle, et ceci explique peut-être cela. 2017, c'est quand même l'héritage de Hollande. Ce sont des décisions qu'on disait quand vous étiez au téléphone. Oui, mais je veux dire que, pour être encore plus précis, ce sont les mesures qu'il a prises en 2016 pour assurer sa réélection quand il pensait qu'il allait encore pouvoir se présenter. C'est une leçon pour celles et ceux qui veulent se représenter, qui sont au pouvoir, qui pensent qu'en laissant filer les dépenses, on peut se faire réélire. Comme quoi, c'est une leçon. Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est que vous dites effectivement 1,1% de dépenses. En fait, c'est du volume, on est d'accord. Hein. Avant inflation. Donc c'est avant inflation. En plus de l'inflation. C'est quand même dans effectivement un schéma qui avait été dit, 2017, une année de relâche, parce qu'il y avait eu le dégel de l'indice de fonction publique, il y a eu effectivement des nouveaux recrutements, notamment dans l'éducation nationale, et il y a eu la question aussi de la défense et de l'intérieur avec les attentats. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que 1,1%, historiquement, ça reste quand même assez bas. C'est-à-dire que quand on prend la période qui est avant crise, les 15 ans, on va dire avant crise, c'est-à-dire globalement de 90 à 2007, la dépense en volume augmentait de plus de 2% par an. C'est-à-dire que même les années où on considère qu'on relâche la pression, on est quand même qu'avant. On est des rythmes de 2 fois inférieurs à avant. Et sachant que dans le calcul de ce qu'on appelle de l'économie budgétaire structurelle, on regarde par rapport à l'évolution du PIB potentiel. Et le PIB potentiel de la France est autour de 1,2%, ce qui veut dire que la part de la dépense publique dans le PIB potentiel, même en 2017, n'augmente pas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un contrôle de la dépense publique, pas aussi fort qu'on a eu en 2015 et 2016, mais 2017, on ne peut pas considérer qu'on est un relâchement total. Oui, enfin, pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut quand même rappeler que le taux de croissance a aussi été divisé par 2. Donc on est passé de 2% de croissance de la dépense en volume, mais dans un contexte où la croissance du PIB en volume était du même ordre ou légèrement supérieure. Et puis la grande caractéristique des 15 dernières années de l'économie française, c'est quand même qu'en moyenne, au cours des 15 dernières années, la croissance du PIB est tombée à 1,1. Et même on s'est payé depuis les années 2010, avant 2016, une croissance inférieure à 1%. Donc le contexte est complètement différent en termes de croissance économique d'une part, et d'autre part, surtout, ce qui a changé, c'est que la compétition fiscale à l'intérieur de l'Europe s'est fortement aggravée au cours des dernières années. Donc ça met une pression supérieure sur la nécessité d'un ajustement. Et c'est pour ça qu'on se souvient de cette promesse, ces propos en tout cas cet été d'Édouard Philippe, je pense que c'était devant l'Assemblée nationale lors du discours de politique générale, quand il nous dit qu'il y aura une stabilisation en 2018 de la dépense publique. On voit bien quand on regarde le budget 2018 que cette promesse n'a pas été tenue, parce que l'objectif aujourd'hui c'est de faire 0,5% de plus que l'inflation sur 2018 en matière de croissance des dépenses publiques. Ça veut dire qu'en gros, c'est plus 20 milliards d'euros d'économie à faire en 2018, mais c'est 15 milliards d'euros. À supposer qu'on y arrive, déjà, ça serait déjà une prouesse de faire 15 milliards d'euros, non Est-ce que c'est suffisamment documenté, tout ça? Alors,
oui, bien sûr, il y a des éléments là-dessus. Déjà, il y a quand même toute une discussion sur la mesure de ce qu'est une économie sur la dépense publique. Est-ce qu'on prend la tendance naturelle des dépenses publiques ou est-ce qu'on se réfère au potentiel? Par rapport à la tendance spontanée des dépenses publiques. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a deux méthodes déjà de calcul. Donc quand on dit effectivement 15 milliards, c'est par rapport plutôt à la tendance naturelle. Quand on regarde par rapport au PIB potentiel, on est sur quelque chose de plus bas. Il avait annoncé 0% en dépenses publiques en volume. Aujourd'hui, on est plutôt sur 0,5%. Il faut dire que, exactement, ce qui veut dire que globalement, l'effort structurel du côté de la dépense publique est de 0,4 points de PIB par an. Ce qui veut dire qu'on est plutôt autour de 9 milliards. 9 milliards d'économies, ce qui n'est pas rien. Mais par ce qui est par an, en 2018. 9 milliards par an par rapport à la tendance, par rapport au potentiel. Si vous prenez la tendance naturelle, vous avez beaucoup plus. Par exemple, typiquement, les dépenses de santé avec le vieillissement évoluent plus vite que le PIB. Donc il y a toutes ces méthodes de calcul qui sont assez complexes. C'est documenté, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments. Mais en revanche, ce qui est assez compliqué, c'est qu'il y a aussi des engagements de revalorisation. On voit qu'il y a la prime d'activité, la revalorisation notamment de l'allocation adulte handicapé. Donc ça va déraper à vous écouter. Non, parce que de l'autre côté, il y a aussi des éléments. Il y a le grand plan d'investissement, donc ça, on a aussi pas mal d'incertitudes. Mais il y a quand même des nouvelles dépenses. Il y a des engagements aussi du côté des dépenses régaliennes et de l'enseignement et l'éducation nationale. Et puis de l'autre côté, des ajustements forts, c'est la politique du logement, ça va être les emplois aidés, c'est des économies sur la santé, mais là, c'est plutôt sur des gains de productivité, sur le prix des médicaments, etc. Mais globalement, bien sûr... mais 15 milliards d'euros d'économies, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que ça reste possible, c'est possible en 2018, qui est aujourd'hui la nouvelle promesse du gouvernement? Et surtout, je pense que... Alors, il y a deux risques. D'abord, le premier risque, c'est qu'au final, ce soit le plan d'investissement qui serve de variable d'ajustement. Ah. Et ça, c'est un risque quand même sur le soutien à l'économie. Deuxième risque, à mon avis qui est fort, c'est que l'engagement du gouvernement est de passer sur les 3% de déficit public. Les engagements du côté fiscal ont été pris, les baisses d'impôts sont annoncées, et que le financement passe par la réduction des dépenses publiques. Donc, s'ils veulent que ça tienne d'un point de vue budgétaire, ils n'ont pas d'autre choix que de tenir leurs engagements de 15 milliards d'euros. Il va les faire ou pas, a priori, les 15 milliards d'euros d'économie, ce gouvernement en 2018? D'abord, je pense qu'il faut refixer le cadre en milliards d'euros, parce que les 0,1% pour les auditeurs, c'est peut-être difficile. Donc, en gros, la tendance naturelle, c'était une dépense publique qui est autour de 1200 milliards d'euros par an, à augmenter de l'ordre de 25 milliards d'euros. Et pour tenir tous les engagements de baisse du déficit et de baisse des impôts, il faut passer de 25 à 5. Bon, on a réussi sous Hollande. Donc sous Hollande, on est passé de 25 à 15. Ouais. Et finalement, sous Macron, pour l'instant, on est autour de 10. Voilà. Donc il y a encore un effort important à faire. Et pourquoi donc votre question, c'est moins bien. Pour l'instant, l'ajustement supplémentaire de Macron par rapport à Hollande est inférieur à ce que Hollande a fait par rapport à Sarkozy. La question, est-ce que Macron fera mieux que Hollande en matière d'économie sur la dépense publique? La réponse est non, pour l'instant. Sur 2018. Alors, ceci étant, pourquoi il n'y arrive pas pour l'instant? C'est parce que les deux secteurs clés de la dépense publique sont d'une part les collectivités locales et d'autre part la protection sociale, le gros morceau étant les retraites. Sans réforme des retraites et sans réforme de structure au niveau des collectivités locales, vous ne pouvez pas réussir. Mais il n'y a rien qui est prévu, dans les plans du gouvernement à ce sujet, justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le seul... il n'est pas d'accord, là, il clique. Mais pas sur les retraites, mais il y a quand même... sur les collectivités locales, il y a quand même... Attendez, il y a un pacte. Non, mais sur les collectivités locales... Avec des sanctions qui arriveraient un an après. Oui, mais c'est ça qui est clé. Sur les collectivités locales, actuellement, il fait des réglages à structure constante. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on arrive à la limite des réglages sur les collectivités locales et il faut une réforme de structure. Quelle est-elle? Elle s'invite devant nos yeux. Elle a été préparée par les réformes Chevènement d'il y a 25 ans. Oui. C'est de passer l'élection de la commune à l'intercommunalité. À ce moment-là, vous pourrez restructurer tout le paysage des collectivités locales. Ça vous permettra de fusionner toutes les SEM et toutes les SEM. Oui, les sociétés d'économie mixte qui interviennent au niveau local. Avec ces nouvelles intercommunalités, ça peut faire des effets considérable d'économie de structure de l'ordre de 10 à 12 milliards d'euros. Donc là, vous auriez une vraie baisse de la dépense publique sans réduire les services rendus à la population. Donc ça, c'est effectivement, il ne l'a pas annoncé, mais c'est la seule façon d'atteindre une réduction de la dépense locale sans remettre en cause les services rendus à la population. Et l'autre réforme clé, que je pourrais développer tout à l'heure, c'est évidemment la réforme des retraites. Là aussi, il n'a rien annoncé en dehors d'une réforme technique qui ne change pas le financement. Qui est en fait un mode de calcul. Il veut qu'on passe à une réforme par points, mais ce n'est pas en soi
une économie. Mathieu, dubitatif, Mathieu. Là. Non, j'écoutais. Il est toujours là. Hein. Oui, non, j'écoutais. Sur les collectivités locales, l'engagement, en tout cas, sur le quinquennat, en matière d'économie pour les collectivités locales, la contribution serait de l'ordre de 13 milliards d'euros sur les 60 annoncés. Donc, sur 5 ans. Sur 5 ans. Sur 5 ans, et en fin de quinquennat. Hein. Ça veut dire que c'est à peu près 20% de l'économie globale, ce qui est à peu près ce que représentent les collectivités locales dans la dépense publique, avec un schéma qui serait effectivement ciblé sur les dépenses de fonctionnement. Parce qu'on voit que sous le quinquennat précédent, effectivement, les collectivités locales ont été mises fortement à contribution par les baisses de dotation. Et avec un vrai problème aussi, c'est que directement, ça s'est traduit par une forte baisse de l'investissement public et l'investissement local. Là, l'idée est en tout cas du gouvernement... Ce qui n'est pas une bonne chose, évidemment. Non, ce qui est très embêtant, c'est-à-dire qu'on a perdu un point de PIB par rapport à 2010, chaque année. Elles auraient pu faire des économies sur les dépenses de fonctionnement. Oui, le fonctionnement ne sert pas à rien à chaque fois non plus. Bon, non. Il faut voir, mais ça peut être mieux équilibré en tout cas. Voilà, en tout cas, le problème c'est que quand vous avez besoin de faire des économies rapidement et que vous êtes une collectivité locale, vous gelez les projets d'investissement. Et effectivement, c'est plus compliqué de réduire la dépense de fonctionnement ou être plus efficace de ce côté-là. Donc là, l'idée, en tout cas qui est donnée par le gouvernement, c'est de cibler sur la dépense de fonctionnement avec un rythme, on va parler de chiffres encore, mais c'est 1,2% de hausse par an de la dépense de fonctionnement au niveau des collectivités locales, avec une grande conférence des territoires, de façon à calibrer tout ça, en disant, effectivement, il y aura des primes. Oui, des primes, sans aucune contrainte. Sans une contrainte. En disant avec la contrainte, c'est qu'effectivement, on isole l'investissement de ça et qu'on cible uniquement sur les dépenses de fonctionnement, avec les problèmes que ça peut poser notamment. Pour certaines collectivités locales, et qui est couplé aussi à une réduction assez forte des emplois aidés. Il faut savoir que les emplois aidés sont quand même aussi beaucoup utilisés par les collectivités locales, et qu'avant, l'État finançait à hauteur de 75% les emplois aidés, notamment auprès des collectivités locales, et là, ce financement passera à 50%. Donc les collectivités locales seraient mises aussi plus à contribution sur le financement des emplois aidés. Quand on regarde sur l'ensemble du quinquennat, la trajectoire globale des dépenses publiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, le gros des efforts sera fait entre 2020 et 2022. Il y a quand même, selon vous, ou pas? Pas aujourd'hui. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une manque de volonté politique ou un choix politique de s'attaquer tout de suite à ce problème-là. Parce que, ok, et alors la réponse du gouvernement, évidemment, je vais faire la com du gouvernement, mais voilà, il y a le programme Action publique 2022 qui nous rappelle la MAP, la modernisation de l'action publique, sous François Hollande, qui nous rappelle la RGPP, sous Sarkozy. Exactement, qui avait mieux marché d'ailleurs que la MAP sous François Hollande, soit dit en passant. Et ça n'a jamais inversé la tendance, parce que ce n'est pas un programme de plus. Avec des experts, évidemment, il y a un comité d'experts indépendants qui nous dit quoi? Enfin, sa coprésidente interview à Acteurs Publics, elle dit « L'impératif budgétaire n'est pas le premier des impératifs ». Il y a deux réponses à votre question possibles, parce qu'en fait, c'est complexe. On peut être un peu sceptique. Non. La première réponse, c'est il n'est pas courageux sur la dépense. Donc, c'est le fond de votre pensée, non? Non, je n'ai pas terminé. Je pense que s'il ne fait pas de réforme des collectivités locales sur les structures des collectivités, s'il ne fait pas de réforme des retraites, il n'arrivera pas à atteindre tous ses objectifs et il plante la France. Donc effectivement, je regrette qu'il n'agisse pas sur ces deux dossiers. Ceci étant, l'autre réponse, ça s'amenuise la probabilité, mais on ne peut pas l'exclure. On peut considérer peut-être aussi qu'il est génial, Macron, et qu'il se dit, voilà, 2017, je voulais faire la réforme de la fiscalité du capital et la réforme du marché du travail, donc je repousse à 2018 les annonces très fortes sur une réforme éventuelle des retraites et sur une réforme de structure des collectivités locales. Si c'est le cas, bon, très bien, bravo. On criera au génie. Mais on criera au génie, surtout s'il réussit. Mais pour l'instant, les doutes s'amenuisent parce qu'il ne donne pas d'indication qu'il va dans cette direction. Il y a quand même un objectif assez clair de réduction de la dépense publique. Après, je pense que la question budgétaire, effectivement, est centrale, mais il y a aussi la question de l'efficacité. On ne peut pas considérer que, en tout cas dans la dépense publique, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir à quoi elle sert et où est-ce qu'on peut faire des gains de productivité. On voit bien qu'on a quand même, on est sur l'os sur un certain nombre de points. Et effectivement, on l'a vu sur le régalien ou l'éducation nationale, et donc c'est vrai qu'il y a des nouvelles embauches. Il y a toute la question de la politique du logement aujourd'hui, mais on voit que ça a été fait surtout plutôt avec une vision budgétaire pour le coup qu'une vision réelle de réforme de la politique du logement. Il y a la question des emplois aidés qui est posée, mais je pense que c'est aussi une erreur sur un certain nombre de points sur les emplois aidés. C'est vrai que l'idée étant de dire on va faire plus de formation et moins d'emplois aidés, mais dans la temporalité, c'est pas exactement la même chose, c'est pas la même, on ne fournit pas les mêmes services. Et puis c'est vrai que la particularité de la France, c'est son modèle de protection sociale aussi. C'est-à-dire que la différence vraiment forte par rapport aux autres pays, c'est sur les retraites, c'est sur la santé qui est essentiellement publique.
Et donc, dans ce périmètre-là, il faut quand même se poser la question, si on veut réduire la dépense publique, à ce moment-là, il faut aussi remettre en question une forme d'universalité de la dépense, mais qui est quand même essentielle, hein, je veux dire. C'est-à-dire qu'après, effectivement, on va dire, on va réduire de 120 000 fonctionnaires, on va geler le point d'indice fonction publique, mais moi, je considère que c'est quel service on souhaite. Et effectivement, c'est aussi un contributeur fort, notamment la dépense publique, à travers l'éducation et la santé, à la réduction des inégalités. Donc il y a toute cette question à poser qui va au-delà de la question budgétaire. Non, mais sur la dépense publique, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne dépense et la mauvaise dépense. Donc la bonne dépense, c'est celle qui permet d'atteindre des objectifs qui sont clairs, avec des moyens qui sont employés de manière efficace. Bon, dans le régalien, il y a effectivement des progrès à faire, mais par exemple, même dans ce domaine-là, l'organisation de la police n'est pas bonne. Le temps de travail effectif des policiers de l'ordre de 30 heures, c'est quand même un problème. Donc il y a des réformes de structure à faire, même dans le régalien. Mais sur les retraites, je suis d'accord sur le périmètre et je n'ai pas de raison de m'opposer au choix politique des Français qui visent à préférer un certain nombre de systèmes collectifs plutôt que privés. Ceci étant, sur les retraites, compte tenu du vieillissement de la population, si on ne repousse pas l'âge de départ à la retraite à 65 ans avec une durée de cotisation de l'ordre de 44-45, de toute façon, non seulement vous n'équilibrez pas les régimes, mais toutes les ressources qui sont nécessaires pour investir dans l'éducation, la recherche et le redéploiement de l'économie vont au bénéfice des retraités. Il n'est pas convaincu là. Hein. Non, c'est parce que montrent exactement les projections du corps, du Conseil d'orientation des retraites. Qui était fausse il y a un an, ils sont revenus dessus. Ils sont revenus dessus, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 65 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les projections qui sont faites par la Commission européenne sur l'Aging Report, qui font les projets Aging Report, c'est-à-dire les effets du vieillissement sur les modèles de protection sociale, à 2060, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que la France est mieux positionnée que tous les partenaires européens grâce à une démographie plus dynamique. Aujourd'hui, on a un vrai problème. D'accord, je te laisse finir. Voilà. Et donc, effectivement, sur les retraites, il y a encore quelques ajustements potentiels à faire, mais il faut voir quel est le scénario de croissance potentielle à moyen terme qui est essentiel dans ces projections-là. Mais la question essentielle est aussi comment maintenir les emplois, et notamment les seniors en emploi, si on recule l'âge légal de la retraite dans une économie. C'est un vrai sujet. Et donc c'est un vrai sujet. Donc le financement, il est important, effectivement, à long terme. La question qui se pose en France par rapport, par exemple, à l'Allemagne, et la base du chômage. Et en tout cas, il ne faut pas croire que la France est justement dans une situation très délicate par rapport à ça. Notamment, regardez par rapport à la question de l'Allemagne en 2060, qui a un déficit potentiel sur ses retraites de 5 points de PIB aujourd'hui, alors que la France, c'est pas démographie. Le mot de la fin pour Christian. Il y a 5-6 points qui viennent d'être évoqués sur le dossier des retraites par Mathieu. Il y en a au moins 2 qui sont faux. Le premier, c'est que nous avons actuellement une dépense de retraite qui est de l'ordre de 14 points de PIB. La moyenne des autres pays 11. est de l'ordre de 10. Ouais, donc on a 4 points d'écart sur le dossier des retraites. Ça, c'est avec l'Europe de l'Ouest. Avec l'OCDE, c'est 6 points. Donc on dépense infiniment plus sur l'inactivité âgée que partout ailleurs. Et le deuxième point, c'est que quand vous repoussez l'âge de départ à la retraite, vous voyez quand même un ajustement à la hausse du taux d'activité, ce qui est souhaitable puisque ça remonte le potentiel de croissance. Et le dernier point, là en revanche, là où on se retrouve, c'est qu'effectivement, si on recule l'âge de départ et on allonge la durée de cotisation, ça doit être dans le cadre d'une réflexion sur le cycle de vie qui permette effectivement d'ajuster le temps de travail au-delà de 62 ans, par exemple, selon le modèle suédois qui je crois, s'appelle le 80-100 et 120. Et en gros, l'idée, c'est que le salarié, à partir d'un certain âge, travaille 4 jours par semaine. Le 5e jour, il sert comme référent de la formation professionnelle et il est néanmoins payé 100%. Bon. C'est des réflexions qu'on doit mettre au cœur de la reconfiguration du système de retraite. Juste un petit point et qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même une hausse tendancielle de la durée de cotisation qui est prévue à 43 ans. Aujourd'hui, on a 41 ans et demi. Et en 2035, on sera à 43 ans. C'est trop loin. C'est quand même progressif. Donc, on est quand même encore dans une montée progressive de cette augmentation. Oui, mais Mathieu, on était à 37 et vraiment, j'ai regardé cette question. En dehors de 44 ans pour 2024, on de dépenses de retraite, il y a aussi, regardez le périmètre privé et public. Non, mais je suis d'accord, mais les 4 points d'écart. Ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas quand c'est privé. Juste à la question, est-ce que Macron fera mieux qu'Hollande en matière d'économie sur la dépense publique? Sans réforme des retraites et sans réforme des collectivités locales sur les structures, il ne se passera rien. Non, mais de ce qu'on sait aujourd'hui, a priori, non. Voilà. Je pense qu'on est à peu près sur la même tendance. Sur la même tendance, peut-être un petit ch'touille moins sur les premières années là.
Un petit chou de moins parce qu'il est moins dans l'ajustement budgétaire qu'on avait dû, enfin sous le quinquennat précédent, qui avait été effectivement contraint par des ajustements budgétaires très forts et le financement du pacte de responsabilité, notamment du CICE. Là, effectivement, il lisse un peu plus les effets. Donc pour résumer, Macron déçoit sur la dépense publique. À droite, il déçoit et à gauche, il est dans la continuité. En continuité, du tout, je trouve que justement, il a plutôt, on va dire qu'il est plutôt dans la modération, ce qui me semble pas si mal. Allez, merci à tous les deux. Christian Saint-Etienne, économiste et professeur au CNAM, et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. C'était le grand débat, donc en direct sur Boursorama. Merci.